La millionnaire arriva dans sa voiture luxueuse dans la petite ville où son meilleur ami d'enfance avait autrefois vécu. Elle ne savait pas qu'il n'était plus de ce monde. La soirée était dorée et poussiéreuse. Le soleil descendait sur les collines comme une bénédiction tranquille. Et le moteur d'une berline allemande fraîchement polie troublait le silence du lieu d'un bourdonnement élégant, presque audacieux. La voiture avançait lentement, comme si l'asphalte irrégulier et l'histoire même de la ville résistèrent à sa présence. Marina Cordoba n'était pas revenue ici depuis 20 ans. Elle était partie avec la promesse de ne plus jamais regarder en arrière. Mais certains silences ne se guérissent pas avec l'argent. Certains souvenirs commencent à vous appeler quand vous vous y attendez le moins. Les voisins la regardaient avec surprise. Ce n'était pas seulement la voiture, les vêtements de marque ou même le maquillage subtil mais impeccable. C'était son aura, sa démarche déterminée. La façon dont elle arrêta la voiture devant cette maison qui n'existait plus. Le capot brillant reflétait les façades écaillées, les toits rouillés, les poteaux de travers. Il semblait que deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser se regardaient pour la première fois. Un silence épais planait dans l'air, rempli de vieilles poussières et de secrets enfouis. Le vent soulevait des papiers, des feuilles sèches et l'odeur nostalgique du bois de chauffage qui commençait à peine à brûler. Seuls deux enfants jouaient dans la rue déserte, courant après une roue rouillée et riant bruyamment. Ce son, le rire des enfants, était la seule chose vivante dans une ville qui semblait figée dans son passé. C'est ainsi que commence cette histoire. Au fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Vous y trouverez des récits captivants qui touchent en l'âme et vous rappelleront peut-être que nous avons tous une dette envers notre passé. Marina Cordoba, une femme qui s'était faite elle-même, sortit lentement de la voiture. Le talon de sa chaussure de créateur s'enfonça légèrement dans la terre sèche. Son regard balaya les environs avec un mélange de perplexité et de mélancolie. Il y avait cette même route où elle avait joué avec des pierres et des branches quand elle était enfant, où elle avait un jour couru en pleurant parce que son père n'était pas revenu de la mine, où Raoul l'avait étreinte et lui avait promis que tout irait bien. En touchant le sol poussiéreux, un souvenir lui transperça la poitrine. Un calme étrange l'enveloppa, mais aussi une peur sourde, comme si quelqu'un la jugeait sans mots à chaque coin de rue. Que faisait une femme de la capitale avec des bijoux et du parfum français dans un endroit où l'on cuisinait encore au feu de bois ? Elle était revenue voir Raoul, non par caprice, non par nostalgie vide, mais par un appel intérieur, une voix ancienne qu'il était devenu impossible d'ignorer. Il n'était pas un amour de jeunesse ou une illusion perdue, il était sa racine la plus profonde. Elle se souvenait parfaitement de ce soir gris, la nouvelle de la mort de son père, écrasé par une poutre dans la mine. Elle se souvenait des cris étouffés de sa mère, l'impuissance, la faim qui s'était installée dans son estomac comme une invitée permanente. Mais elle se souvenait aussi de la silhouette de Raoul, mince, le visage maculé de terre, lui tendant la moitié de son seul pain, avec un sérieux d'adulte qui ne correspondait pas à son corps d'enfant. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, pas de pitié, seulement cette bonté qui ne s'apprend pas, mais avec laquelle on naît. Pendant des années, Raoul avait été son ombre lumineuse, il avait partagé ses rêves, ses chagrins, ses jours les plus difficiles. Mais comme cela arrive avec ce qui est cher, un jour elle l'a perdu. Marina a obtenu une bourse, a quitté la ville et n'est jamais revenue. « Je reviendrai, je le promets », avait-elle dit un soir avant de partir avec un sac à dos sur l'épaule et les yeux larmoyants. « Je serai là quand tu reviendras », avait-il répondu avec un demi-sourire. Aujourd'hui, il ne restait aucune trace de lui. La maison dont elle se souvenait, pleine de fleurs sauvages, de rires, du bruit de sa mère qui cuisinait pendant que Raoul jouait de son vieil harmonica, était en ruine. Une porte de travers, des églantiers secs et le silence. Mais quelque chose attira son attention. Deux enfants étaient assis à l'entrée d'une humble cabane. L'un dessinait sur le sol avec un bâton, l'autre la regarda avec curiosité lorsqu'elle sortit de la voiture. Marina remarqua les yeux du plus jeune. Grands, sombres, profonds, les mêmes yeux qu'elle avait vus 1000 fois dans son enfance. Elle s'approcha lentement. Son pouls s'accéléra. Elle frappa à la porte du bout des doigts. Le bois résonna sourdement comme si personne n'était à l'intérieur. Mais après quelques secondes, une fille apparut. Elle n'avait pas plus de 7 ou 8 ans. Sa robe était propre mais rapiécée. Son regard calme mais méfiant. « Bonjour ma petite, ton papa est là ?» demanda Marina avec un sourire tremblant. La fille hésita, ses pieds tenus se balançaient sur le ciment. Elle baissa le regard et répondit presque dans un murmure « Mon papa est parti au ciel. Il n'est plus là. » Marina ressentit un coup sec dans la poitrine. Il lui sembla que la terre tremblait sous ses pieds.
La nouvelle n'était pas nouvelle, mais elle n'était pas préparée à l'entendre ainsi, de lèvres si innocentes. Elle voulut dire quelque chose, mais n'y parvint pas. Sa gorge se serra. Elle regarda seulement à l'intérieur de la maison sombre, où une photographie inclinée pendait sur le mur de terre. Il y avait Raoul avec son sourire éternel, figé dans le temps. Les secondes s'étiraient lentement, comme si le monde s'était arrêté entre la fille et Marina. Le silence était lourd. Le soleil projetait une longue ombre derrière la petite, comme si sa silhouette fragile portait une douleur trop grande pour son âge. « Ton papa », répéta Marina presque dans un murmure, espérant s'être trompée. La fille hocha la tête d'un léger mouvement. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, mais cette résignation que seuls ceux qui ont connu la perte trop tôt comprennent. Marina baissa lentement le regard. Tout s'écroulait en elle. Le voyage qu'elle avait planifié avec l'espoir de rencontrer Raoul se transformait maintenant en un deuil inattendu. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Elle porta la main à sa poitrine comme pour retenir une blessure invisible qui venait de s'ouvrir. Les enfants la regardaient, ne comprenant pas tout à fait, mais ressentant la douleur. L'aîné s'approcha de sa sœur et lui toucha l'épaule. « Allons à l'intérieur, Nati », dit-il doucement, bien que ses yeux ne quittent pas Marina. « Attendez », dit-elle d'une voix basse. « Votre maman est là, ma maman est au champ, elle travaille tard, elle rentre presque toujours quand il fait déjà nuit », répondit le garçon avec une maturité précoce qui la toucha profondément. Marina hocha lentement la tête, regarda à nouveau la maison, essayant de mémoriser chaque détail. Les murs de terre montraient en les traces de nombreuses années, sans réparation. L'entrée, autrefois ornée d'églantiers en fleurs, n'avait plus que des racines sèches. Néanmoins, quelque chose de chaud persistait. De petits rideaux rapiécés pendaient aux fenêtres propres et à côté d'un tas de bois de chauffage se tenait un minuscule vélo. « Puis-je entrer un instant, juste pour voir la maison ?» demanda Marina presque timidement. Les enfants échangèrent un regard. Natalia hésita, mais Aaron hocha la tête, presque comme un petit adulte prenant une décision importante. « D'accord, juste un instant, mais ne touche à rien. C'est tout ce que nous avons. » Cette simple phrase la bouleversa. Marina n'avait aucune intention de toucher à quoi que ce soit. Elle voulait juste. Elle avait besoin de sentir Raoul une fois de plus, ne serait-ce que dans les murs, dans les objets, dans la mémoire de l'air. Elle entra lentement. Le plancher grinça sous ses talons. La lumière était faible, filtrée par une fenêtre partiellement fermée. L'intérieur était propre mais modeste. 2 vieilles chaises, une table bancale, une étagère avec quelques assiettes dépareillées. Sur le mur principal, une photographie. Raoul souriait et une jeune femme aux cheveux longs l'enlaçait par les épaules. Dans ses yeux, il y avait de la tendresse mais aussi une force tranquille. Marina ressentit une envie involontaire. Elle n'avait jamais vu Raoul aussi heureux. « C'est ta maman ?» demanda-t-elle en désignant la photographie. Natalia hocha la tête. Elle regarda longuement l'image avec un mélange de fierté et de tristesse. « Elle ressemble beaucoup à Raoul », murmura Marina. La petite s'approcha et, de ses petits doigts, redressa le cadre incliné. « Papa disait que maman était son étoile », dit-elle innocemment, « que même si le monde s'éteignait, elle brillerait pour lui de l'intérieur. » Marina porta la main à ses lèvres, voulut répondre, mais sa voix s'éteignit. Au lieu de cela, elle s'accroupit pour être à la hauteur de la petite. « Ton papa était une personne merveilleuse. Il m'a aidé quand j'étais petite, quand je n'avais rien. Il m'a protégée, m'a fait rire, même quand il n'y avait aucune raison de rire. Il m'a sauvé la vie, tu sais. » Les yeux de Natalia s'écarquillèrent. Elle n'était pas habituée à entendre de tels mots de larmes contenus de la part d'adultes. « C'est pour ça que tu es venue ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Oui, » répondit Marina avec une boule dans la gorge. « Parce que je ne l'ai jamais remercié et je voulais le revoir, mais j'étais en retard. » Un silence chargé d'émotions enveloppa le moment. Dehors, des murmures s'élevèrent. Certaines voisines jetèrent un œil derrière leurs rideaux. La voiture brillante et étrangère était maintenant le centre d'attention de toute la ville. Marina se redressa et se dirigea vers la porte, où Aaron l'attendait, la regardant avec méfiance. Elle sortit un gros billet de son sac à main en cuir et le tendit à Natalia, tremblante. Mais la petite ne prit pas l'argent. Au lieu de cela, elle recula avec une détermination inattendue et leva le menton avec défi. « Ma maman dit que nous ne devons pas prendre d'aumône. Nous sommes pauvres, mais pas des mendiants. » Marina se figea. Cette réponse était la voix de Raoul, son honnêteté, son caractère. Son âme vivait en cette petite fille. « Ce n'est pas une aumône, ma chère, dit-elle enfin avec effort. C'est de la gratitude, c'est un merci que j'ai gardé pendant de nombreuses années et que je ne pouvais plus taire. » À ce moment-là, une silhouette apparut au loin.
Elle marchait rapidement sur le sentier poussiéreux. Sa silhouette se découpait nettement sur le ciel pourpre du coucher du soleil. Marina se retourna avec une boule dans la gorge. C'était elle, Elena, la mère. La silhouette d'Elena se déplaçait rapidement, presque pressée, comme si quelque chose en elle criait que quelque chose n'allait pas. À chaque pas, l'ourlet de sa robe usée flottait dans le vent chaud. Dans ses mains, elle portait un panier de légumes, fraîchement cueillis dans les champs. Son visage, couvert de la sueur du jour, était marqué par les lignes de la fatigue et du soleil. Elle avait des mains calleuses, une démarche ferme, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui brisait tout cela. Une profonde tristesse, comme si elle avait retenu ses larmes pendant des années. Marina la regarda, sentant un nœud dans son estomac. Comment expliquer qui elle était ? Comment se présenter à la femme qui avait aimé le même homme à qui elle devait tout ? Les enfants coururent vers leur mère, laissant Marina seule à la porte. « Oh maman !» s'exclama Aaron. Une femme riche est venue dans une voiture brillante. Elle dit qu'elle connaissait papa. Elena s'arrêta brusquement. Ses yeux transpercèrent Marina, examinant instantanément chaque détail. Cheveux parfaitement coiffés, boucles d'oreilles modestes mais chères, sac de marque, chaussures inadaptées à cette terre. Elle l'a reconnut, ou plutôt reconnut l'image de Marina. Raoul avait parlé maintes fois de Marina à son amie d'enfance, la fille qui jouait avec lui parmi les champs de maïs et lui lisait des contes à l'ombre du néflier, la seule personne pour qui il était resté éveillé une fois, attendant une lettre. « C'est toi, Marina ?» demanda Elena d'une voix basse et rauque, comme si elle prononçait un nom sacré ou dangereux. Marina hocha la tête, inspira profondément, fit un pas en avant mais s'arrêta, remarquant l'expression fermée sur le visage d'Elena. Ce n'était pas de la haine, mais un épais mélange de méfiance, de lassitude et de quelque chose de plus profond, une peur de la compassion étrangère. « Oui, c'est moi, Marina Cordoba. J'étais l'amie de Raoul quand nous étions enfants. Il a beaucoup parlé de toi, ajouta-t-elle sincèrement. Elena serra les lèvres. Elle ne savait pas si elle devait la croire. Elle avait entendu ce nom si souvent de la bouche de son mari que, d'une certaine manière, elle se sentait partie prenante d'une histoire qui ne lui appartenait pas. Raoul disait que tu étais une fille forte qui changerait le monde et n'oublierait jamais d'où elle venait, dit enfin Elena, la regardant droit dans les yeux. Et je n'ai pas oublié, répondit Marina, doucement remplie d'émotion. C'est pour ça que je suis ici. Je voulais revenir le voir, le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, mais j'étais trop tard. Elena baissa le regard un instant. Un silence épais et tendu planait à nouveau entre elles. « Il est mort il y a 3 ans, dit-elle finalement. C'était rapide. On lui a diagnostiqué quand il était déjà trop tard. Mais il ne s'est jamais plaint. » Marina sentit un frisson. 3 ans pendant qu'elle signait des contrats, assistait à des galas et volait en jet privé, Raoul mourait en silence. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle sincèrement, brisée. « Et pourquoi es-tu venue maintenant ?» demanda Elena. Non agressivement, mais avec une honnêteté tranchante. Par culpabilité, par nostalgie, ou parce que ça te dérange que quelqu'un t'ait donné quelque chose sans rien demander en retour ? Cette question la transperça. Marina prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que je lui dois quelque chose qui ne peut pas être payé avec de l'argent, et parce que je ne veux pas que cette dette disparaisse avec sa mort. Je veux aider, si tu me le permets. » Elena haussa un sourcil, regarda ses enfants, puis la maison, puis la voiture brillante qui ressemblait à un vaisseau spatial coincé au milieu de la poussière. La vie lui avait appris à douter des grandes faveurs. Il y avait toujours une facture derrière chacune. « Et quelle aide proposes-tu » demanda-t-elle, les bras croisés. « Celle que tu choisiras. Je ne suis pas venue pour imposer quoi que ce soit ou donner l'aumône. Je veux juste rendre ce que j'ai reçu, » répondit Marina calmement. « Raoul m'a donné de la force quand je n'en avais pas. Maintenant, je veux te donner cette force, à toi et à tes enfants. » Elena la regarda longuement, puis sans un mot se dirigea vers la porte. Elle entra. Marina hésita à la suivre, mais les enfants la regardèrent et Natalia lui fit un signe de tête. À l'intérieur, Elena posa le panier sur la table et s'assit sur une chaise en bois. Elle était épuisée non seulement par le travail, mais aussi par la lutte, par la survie seule. Mais elle ne l'admettait pas, ne l'admettra jamais. « Et que proposes-tu, femme d'affaires ?» demanda-t-elle, non plus avec ironie, mais avec une certaine humilité. Marina s'assit en face d'elle, non plus comme une femme forte, mais comme une enfant rentrant chez elle à la recherche de rédemption. « Permets-moi de t'aider, non pas avec de l'argent, mais avec des outils, de l'éducation, de la dignité pour toi, pour eux, afin que le nom de Raoul ne reste pas seulement sur une photographie, mais qu'il vive dans ce que vous construirez. » Elena la regarda en silence, puis une petite mais épaisse larme coula sur sa joue. « Si tu fais ça pour lui, alors je ne te dirai pas non. » La nuit tomba lentement sur la petite ville.
Les premières étoiles commencèrent timidement à apparaître à travers les trouées dans les nuages, et l'air devint plus frais, se remplissant d'un mélange d'odeurs de terre humide et de bois de chauffage brûlant dans les humbles cuisines. Marina décida de ne pas partir, pas encore. Quelque chose en elle lui disait de rester un peu plus longtemps, d'observer, d'écouter, d'apprendre. Elena l'invita à s'asseoir dans la petite cuisine. Elle sortit 2 tasses en étain froissé et versa du café dilué mais chaud. Marina l'accepta avec gratitude. Ce simple geste était le premier signe d'une véritable ouverture. Les enfants mangeaient du pain et du fromage en silence à table. Aaron jetait des coups d'œil rapides à Marina, ne sachant pas encore si elle pouvait entièrement lui faire confiance. Natalia, en revanche, la regardait ouvertement, les coudes sur la table, le visage soutenu par ses mains, fascinée, comme si devant elle se trouvait l'héroïne d'une histoire d'un livre dû. « Tu as l'air différente de ce que j'imaginais », dit soudain la petite fille. « Ah oui, » sourit Marina. « Et comment m'imaginais-tu » demanda-t-elle. « Avec des lunettes noires et un imperméable, comme les chefs dans les films. » Elena rit pour la première fois de la soirée. Son rire était court, fatigué, mais sincère. Marina rit aussi, et un instant la tension entre les 2 femmes s'apaisa. « Je n'ai pas d'imperméable, » répondit Marina. « Mais j'ai une valise pleine d'idées, et tu peux m'aider à décider par où commencer. » Elena la regarda avec surprise. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Tous venaient avec des plans, des ordres, des solutions toutes faites. Personne ne lui demandait son avis. « Tu veux commencer ici ?» demanda-t-elle avec incrédulité. « Je veux commencer là où c'est le plus nécessaire. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas seulement ta maison, c'est tout cet endroit, » dit Marina, regardant par la fenêtre ouverte, d'où l'on entendait les voix lointaines des voisins qui parlaient à main de la femme à la voiture chère. Cette nuit-là, Marina logea dans le vieil hôtel de la ville, un bâtiment en pisé qui avait résisté à l'épreuve du temps avec plus de dignité que beaucoup d'autres. Le propriétaire, Don Sixto, la reconnut immédiatement. « Tu es la fille de Doña Clara, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en lui tendant la clé. « Celle qui est partie avec une bourse pour la capitale, je vois que la vie t'a été bonne. » Marina sourit modestement. Elle ne savait pas quoi répondre, elle ne voulait pas se vanter. « La vie m'a donné des opportunités, » dit-elle, « mais je n'ai pas oublié qui m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. » Don Sixto la regarda attentivement. Puis, avant qu'elle ne parte pour sa chambre, il dit doucement « Fais juste attention. Il y a de bonnes personnes ici, et ceux qui n'aiment pas le changement. Et tu agites déjà les eaux. » Et il avait raison. Le lendemain matin, alors que Marina et Elena se dirigeaient vers le petit terrain où elles cultivaient des légumes à vendre sur la place, les regards sur elles se multiplièrent. Certains saluaient, poliment, d'autres avec méfiance. Il y avait ceux qui baissaient les yeux et ceux qui évitaient indirectement le contact visuel. Et ce n'était pas à cause de Marina elle-même, mais de ce qu'elle symbolisait, le changement, une menace pour le statu quo, la promesse de quelque chose de différent. « N'y prête pas attention, » dit Elena, portant avec elle un panier de blettes. « Ici, les gens sont bons, mais ils ont peur de perdre le peu qu'ils connaissent, peur d'être redevables à quelqu'un. »« Je ne veux pas que quiconque me doive quoi que ce soit, » répondit Marina. « Je veux juste ouvrir des portes. Ceux qui veulent entrer, qu'ils entrent. Ceux qui ne veulent que pas, c'est bien aussi. » Elena la regarda attentivement. Elle ne voyait plus en elle une étrangère. Elle voyait quelqu'un qui parlait avec le même ton que Raoul lorsqu'il rêvait en grand. Sur la place du village, plusieurs femmes s'approchèrent imprudemment. Elles voulaient savoir qui était cette femme de la capitale qui parlait à la veuve de Raoul comme à une vieille amie. L'une d'elles, Doña Elvira, la plus âgée du quartier, osa faire le premier pas. « Tu ne te souviens pas de moi, ma fille ?» dit-elle, le menton fièrement levé. « Mais je t'ai vu grandir. Je t'ai vu courir dans ces rues avec Raoul, les pieds couverts de terre et le cœur plein de rêves. » Marina resta silencieuse. Sa voix lui était vaguement familière, et son regard intense. « Vous étiez l'une des rares à toujours apporter des fruits à ma mère, » dit doucement Marina. « Quand nous n'avions rien à manger. » Doña Elvira sourit. Elle avait peu de dents, mais sa fierté était restée intacte. « Alors tu te souviens ? Bien, alors, c'est ton tour de donner, » dit-elle directement, et rit ensuite bruyamment. « Mais à ta manière, bien sûr, comme une femme du monde. Ce fut le début. » Progressivement, Marina devint perceptible, non pas comme une bienfaitrice lointaine, mais comme une personne qui écoute, marche, se salit les mains, rend visite aux voisins, demande ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aimeraient apprendre, prend des notes, dessine mentalement une carte des possibilités, une graine dans chaque conversation. Au début, Elena gardait ses distances, mais ensuite, inévitablement, elle commença à l'accompagner, et à chaque pas sans que sa confiance grandissait. Elle n'était plus la femme cueillant des légumes la tête baissée.
Maintenant, elle marchait la tête haute, sachant que son histoire pouvait être le début de quelque chose de plus grand. Et pendant ce temps, Aaron et Natalia devinrent les yeux de la ville. Tout le monde parlait d'eux, de la façon dont ils changeaient, de la façon dont un avenir différent se reflétait dans leurs petits regards pleins d'espoir. Et il restait encore beaucoup à faire. Une semaine après son arrivée, Marina organisa une réunion ouverte dans l'ancienne salle du conseil local, un bâtiment poussiéreux que personne n'avait utilisé depuis des années. Les murs étaient fissurés, les chaises cassées, et le plafond menaçait de s'effondrer. Mais malgré tout, quelques femmes vinrent d'abord, puis plus, puis quelques hommes, et enfin le maire. Don Ramiro, un homme au visage sévère, toujours une chemise repassée et un carnet dans la poche de sa veste, l'écouta en silence du premier rang. Il avait vu beaucoup de nouveaux venus avec des promesses, mais personne n'avait un regard aussi ferme que cette femme. « Je ne suis pas venu avec de beaux discours », commença Marina, sans élever la voix. « Je suis venu avec une proposition claire, créer ici un centre de formation pour femmes. Couture, broderie, fabrication de produits dans locaux, des compétences que vous avez déjà, mais qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un espace et de visibilité. » Les femmes échangèrent des regards, certaines baissèrent les yeux, d'autres se redressèrent sur leur siège, l'une murmura doucement « À quoi bon apprendre si on n'a nulle part où vendre ?»« Je m'en occuperai, » répondit Marina sans hésitation. « Je fournirai les ressources, les machines, les matériaux, le transport si nécessaire, mais le travail et l'âme doivent y venir d'ici, de vous. » Du fond de la salle, une main se leva. C'était Don Gregorio, l'un des plus anciens habitants de la ville, un ancien mineur, grincheux et avec une voix qui inspirait le respect. « Et qu'est-ce qu'on y gagne, madame ? Pour que nos femmes sortent de la maison et courent de ci de là, comme vous, dit-il avec une pointe de sarcasme et de sérieux. Marina le regarda non pas avec mépris, mais avec la compassion de celle qui avait déjà entendu cette voix maintes fois. Vous aurez plus à manger sur la table, des enfants en meilleure santé, plus de rêves réalisés et moins de dépendance. Vous aurez de la dignité et, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez rester comme vous êtes. Personne ne sera forcé de faire quoi que ce soit contre sa volonté. Un silence s'installa. Puis la voix ferme d'Elena rompit l'air. « Je veux apprendre et enseigner. Si quelqu'un d'autre veut, je serai là demain avec un cahier et les mains prêtes. » Une étincelle s'alluma. Doña Elvira hocha la tête. Puis 3 autres femmes, puis 5. Une demi-heure plus tard, Marina avait déjà une liste de 20 intéressés. La salle se remplit de murmures, mais aussi d'excitation. Quelque chose de spécial planait dans l'air, une graine à peine semée, mais vivante. Cette nuit-là, la nouvelle se répandit rapidement. Certains hommes grommelaient entre eux doucement au bar, d'autres se moquaient. Maintenant, nos femmes deviendront des entrepreneurs, et qui s'occupera de la maison, disaient les uns. Mais dans les maisons, les conversations étaient différentes. Et si ça marche, chuchotaient en certaines épouses entre elles. Et si nous apprenons à gagner notre vie, disaient d'autres, rêvant doucement, comme si elles avaient un peur de se réveiller. La semaine suivante, Marina et Elena travaillèrent sans relâche. Elles engagèrent un maçon du village pour renforcer le toit de l'ancienne salle. Elles peignirent dans les murs de couleurs chaudes, obtinrent des tables, des machines à coudre données par une fondation et même un four pour les ateliers de fabrication de produits maison. L'endroit n'était plus un entrepôt abandonné, il était devenu un point de rencontre, un refuge, une salle de classe. Le jour de l'ouverture officielle, Elena prononça un discours. Elle n'avait jamais parlé en public, elle tremblait, mais sa voix ne vacilla pas. « Nous ne sommes pas venus ici pour demander des faveurs, » dit-elle en regardant les visages des autres femmes. « Nous sommes venus pour construire un avenir non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, afin qu'ils n'aient plus jamais à partir les mains vides et la tête basse. » Les applaudissements furent d'insincères. Même Don Ramiro, le maire, se leva et l'embrassa à la fin de son discours. Mais tout ne fut pas fait. Ce même jour, à la boucherie du village, un groupe d'hommes se réunit pour discuter de la révolution silencieuse qui se déroulait. « Ça ne mènera à rien de bon, dit l'un. Elles vont se remplir d'idées bizarres, puis elles arrêteront même de cuisiner. Et tout ça à cause d'une femme qui ne vit même pas ici, ajouta un autre, crachant sur le sol. Pendant ce temps, au centre de formation, les femmes apprenaient, brodaient, coupaient des tissus, concevaient des étiquettes, riaient, rêvaient, et Marina observait en silence, assise près de la fenêtre. Elle pensait à Raoul, à la façon dont il aurait souri en voyant tout cela. À la façon dont, sans le dire, il avait déjà commencé cette histoire par un simple geste, partager la moitié de son pain avec une petite fille effrayée. Et maintenant ce pain se multipliait.
Marina tint parole, fournit les matériaux, les machines, engagea même une styliste textile d'une ville voisine pour enseigner pendant 2 semaines les bases de la couture moderne, les combinaisons de couleurs, la présentation des produits. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait naître de l'intérieur. Un matin, Natalia, la petite fille d'Elena, s'assit pour regarder sa mère broder. Dans ses mains, elle tenait un vieux carnet dans lequel elle dessinait depuis plusieurs jours. Soudain, elle l'ouvrit et dit « Maman, pourquoi ne pas faire une étiquette avec ce dessin? C'est comme nos mains. » Le design était simple. 2 mains entrelacées, une grande et une petite, entourées d'épis. Une métaphore parfaite de ce qui se passait dans le village. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Elle montra le dessin au groupe et en moins d'1 heure, tout le monde fut d'accord. Ainsi naquit le nom « Main de Valos ». Marina organisa l'impression des étiquettes avec ce logo. Des cartes, des sacs écologiques, un emballage simple mais beau furent créés. Les femmes du village ne faisaient en plus seulement de la couture, elles créaient une marque, créant une identité. La première production de produits, blouses brodées, foulards, tabliers, poupées en tissu, fut vendue à une foire régionale dans la ville. Marina prépara tout, transport, autorisation, publicité, mais insista sur une chose. C'est vous qui vendrez, je n'ouvre que la porte. Et c'est ainsi que, pour la première fois de leur vie, Elena et 2 de ses amies se rendirent en ville en train. Elles s'habillèrent un de leurs meilleurs vêtements, répétèrent à leur présentation et firent face au monde extérieur avec une dignité qui faisait battre leur cœur plus fort. La foire fut un succès. Elles vendirent un tout et, plus important encore, rencontrèrent d'autres femmes, d'autres marques, échangèrent dans des numéros de téléphone des promesses de collaboration. Elles rentrèrent tard le soir même les mains vides, mais le cœur plein. Mais le succès fait du bruit, et la résistance qui n'était d'abord qu'un murmure commença à grandir. Une nuit, des graffitis apparurent tard sur le mur du centre. « Riche, partez, on ne veut pas de patronnes ici. Ce n'est pas la capitale. » Marina arriva tôt le lendemain et les vit. Elle prit silencieusement un seau de chaux et commença à recouvrir les insultes. Bientôt, Elena arrive avec une expression ferme. « Tu veux parler au maire ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Marina. Ne leur donnez pas plus de pouvoir. Qu'ils voient que nous ne nous arrêterons pas. » Le même jour, elles accrochèrent une nouvelle affiche sur la porte. « Ici, on travaille avec amour, ici, on apprend la liberté. » Et elles continuèrent en avancer. Les enfants aussi commencèrent à changer. Aaron, autrefois timide, commença à aider à la comptabilité, noter les commandes, trier les tissus. Marina lui offrit un livre sur les bases de la comptabilité. Natalia organisait des jeux avec les enfants des autres femmes, leur apprenait à dessiner et à couper des patrons. Les week-ends, le centre se transformait en un espace vivant. Pendant que les femmes brodaient, les enfants faisaient leurs devoirs, ensemble à une table séparée, en musique, et du pain maison était cuit dans la cuisine. Le centre devint, sans aucun plan, le cœur du village. Mais le véritable tournant se produisit lorsque des femmes des villages voisins commencèrent à arriver à pied ou à moto. Certaines avec des bébés dans les bras, d'autres avec des poussettes. Elles voulaient apprendre, elles voulaient reproduire ce qu'elles avaient en vue. Elena, qui au début ne faisait qu'écouter lors des réunions, enseignait maintenant. Elle enseignait avec assurance et patience. Elle ne se cachait plus derrière Marina. Elle était devenue sa propre voix, son propre projet. « Si j'ai pu, vous le pouvez aussi », disait-elle en guidant le tissu sous l'aiguille. Marina, assise au fond de la salle, l'observait avec fierté. Elle pensait à Raoul, à la façon dont il était encore là d'une certaine manière, dans les yeux de sa fille, dans la force de sa femme, dans l'écho de sa bonté. Le projet prit une telle ampleur que le nom du village commença à apparaître dans les magazines locaux, sur les réseaux sociaux, dans des interviews. La marque Main de Valos devint un symbole de transformation rurale, mais Marina ne donnait pas d'interview et n'apparaissait pas devant les caméras. Elle refusait l'attention personnelle, répétant « Ce n'est pas mon histoire, c'est leur histoire ». Un jour, Elena s'approcha d'elle avec un carnet à la main. « Marina, je crois qu'il est temps pour toi aussi de rêver. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marina. « Tu es venue pour payer une dette, mais maintenant ce n'est plus une dette. C'est une famille, c'est une affaire, c'est un avenir. Ne pars pas quand tout sera prêt. Reste, aide-nous à voir plus grand. » Marina se tut. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'était pas pressée de retourner à son monde de réunions, de costumes et d'hôtels. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait à sa place. C'était un matin clair, un de ceux où le soleil ne brûle pas, mais donne de l'espoir. Les femmes travaillaient, comme toujours, dans le centre, qui était maintenant plus vivant que jamais.
Sur les tables, des tissus colorés, des écheveaux de fil, des pots de boutons recyclés et des registres de commandes d'autres provinces. Elles étaient torsées même sur le point de signer leur premier grand contrat avec un magasin de design éthique de la capitale. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à l'arrivée d'une lettre. L'enveloppe était scellée avec l'en-tête du bureau régional de l'Institut de régulation des espaces municipaux, une bureaucratie oubliée qui n'apparaît jamais tant que quelque chose ne brille pas trop fort. Ce fut Elena qui ouvrit la lettre, et à mesure qu'elle lisait, son visage se durcit. Marina, qui venait d'entrer avec de nouvelles étiquettes imprimées, vit Elena pâlir. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle aussitôt. Elena lui tendit une feuille de papier tremblante. Par la présente, il est notifié que la propriété située au 233, rue Mai, ancien bâtiment du conseil local, est déclarée objet de propriété litigieuse. Son évacuation est requise dans un délai maximum de 15 jours, en raison d'un examen juridique et d'une éventuelle réaffectation municipale. Marina lut chaque ligne retenant son souffle. Ce n'était pas possible. Cet endroit était abandonné. Personne ne l'a réclamé depuis des années. Mais oui, c'était vrai, légalement. Même quelqu'un ayant du pouvoir, des relations et une peur du changement tirait les ficelles. Cette nuit-là, Marina demanda un entretien avec le maire. Don Ramiro la reçut avec un geste maladroit. Le papier était déjà sur son bureau. « Je ne vais pas te mentir, dit-il aussitôt. Ce n'est pas de moi, c'est d'en haut. Le centre attire trop d'attention. Trop, je dirais. Il y a ceux qui pensent qu'en sauce que tu construis une structure de pouvoir parallèle, que tu pourrais chercher une influence politique. » Marina le regarda avec incrédulité et déception. « Tu penses, Bucky, que je fais ça pour la politique, pour un poste ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il, baissant la voix. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'une femme bouge autant avec si peu, surtout une étrangère. Le changement les dérange parce que ça les met en lumière. » Marina se leva. « Ce n'est pas juste un atelier, Don Ramiro. C'est le cœur d'un village qui dormait. Et maintenant, ils veulent pas le fermer par peur. »« Je ne dis pas que c'est juste, répondit-il, visiblement contrarié. Je dis juste que légalement, je ne peux pas te protéger. » La nouvelle tomba comme une bombe. Les femmes se réunirent le même jour, certaines avec colère, d'autres mais avec des larmes. Aéron, écoutant depuis le couloir, serra les poings d'impuissance. Natalia serra sa mère dans ses bras, comme si elle avait peur de perdre à nouveau son monde. « Et si nous retournions dans la salle de ma maison ?» suggéra l'une d'elles, au moins avec les vieilles lâches à machine. « Non, dit une autre. Non, après tout ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas reculer. » Marina les laissa parler, les écouta toutes, puis se leva et dit « Un lieu physique peut être fermé, mais la communauté que nous avons construite, non. Si vous voulez vous battre, je suis avec vous, mais pas avec la colère, ni avec la violence. Nous le ferons comme le monde change, avec l'organisation, la stratégie et l'amour. » La même nuit, elle écrivit à tous ceux qu'elle connaissait. Anciens partenaires, journalistes éthiques, ONG, fondations. Elle raconta l'histoire, montra les résultats, partagea des photos, des chiffres, des témoignages. En 48 heures, une vague de soutien se leva. Les médias indépendants commencèrent à publier des articles sur l'affaire. Une courte vidéo, enregistrée par Aaron sur son téléphone, fut réalisée, où Elena, d'une voix ferme, expliquait ce que le centre représentait pour elle. « Nous ne voulons pas d'aumône, nous voulons travailler en paix. » La vidéo devint virale. En 2 jours, des milliers de personnes la partagèrent. Le hashtag Judaic Manos Devalos devint une tendance régionale. Même des célébrités commencèrent à parler de l'affaire. La pression fut si forte que la municipalité dut reculer. Une semaine plus tard, une nouvelle lettre arriva. Suspension de l'expulsion et obligation de céder la propriété au projet pour une durée indéterminée avec option d'achat. Elena pleura en la lisant. Cette fois, non de tristesse, mais de triomphe. Tout le village ressentit ce choc. Ce n'était plus seulement un centre, mais un symbole. Les femmes qui marchaient autrefois avec appréhension marchaient maintenant avec assurance, et les hommes qui critiquaient commencèrent à observer en silence et même à se rapprocher progressivement. L'un d'eux, le fils de Don Gregorio, demanda à apprendre à coudre. Il disait qu'il voulait aider sa sœur cadette à lancer une entreprise à la maison. Personne ne rit, personne ne jugea, car quelque chose de très profond avait été brisé, ou plutôt la peur avait été surmontée. Et là où vivait autrefois la peur, vivait maintenant l'espoir. 3 ans plus tard, le village de Dovalos n'était plus le même. Les rues, bien que toujours en terre battue, étaient bondées maintenant propres et bien entretenues. Des murales colorées ornaient les façades des maisons. Beaucoup d'entre elles avaient été peintes par des jeunes qui erraient autrefois sans but le soir. L'une des murales, la plus grande, se trouvait sur la place principale.
Elle représentait une femme brodant sous un arbre, entourée d'enfants attentifs, et dans un coin presque imperceptible, une silhouette masculine leur souriait depuis l'ombre du tronc. Raoul. Le centre éducatif avait tellement grandi qu'il occupait maintenant 2 bâtiments. L'un restait le cœur du village, et le second, plus récent, servait d'entrepôt et de point de distribution. Les produits mains de Valos étaient maintenant vendus dans plus de 10 provinces et des commandes internationales commençaient à arriver via une boutique en ligne qu'Aaron, maintenant adolescent, avait développée lui-même. Oui, Aaron, le même garçon qui avait peur de l'avenir, avait maintenant un plan clair, étudier l'ingénierie informatique. Il avait obtenu une bourse complète dans une université privée grâce à ses mérites et au soutien discret de Marina. Mais il n'appelait jamais Marina sa protectrice, disant toujours « Elle ne m'a rien donné. Elle m'a montré comment déployer mes propres ailes. » Natalia, à son tour, était une force de la nature, charismatique, brillante, courageuse. À 12 ans, elle donnait des conférences dans d'autres villages sur la naissance de la marque familiale. Parfois, elle accompagnait sa mère à des événements régionaux et parlait avec une telle confiance que tout le monde restait bouche bée de surprise. « Mon papa disait que maman était son étoile », disait-elle lors des présentations. Mais je pense qu'il était aussi le soleil, car il nous a laissé sa lumière, et maintenant nous sommes de nombreuses étoiles. Marina continuait à visiter fréquemment le village, bien qu'elle ne s'y soit jamais installée définitivement. Elle avait une petite maison au bout du champ, qu'elle avait achetée et transformée en jardin communautaire. Quand elle arrivait, elle ne portait plus de talons ni de costume de créateur. Elle marchait en sandales, les cheveux lâchés, et souriait plus souvent, car quelque chose en elle avait aussi changé. Elle avait enfin compris que la plus grande richesse ne se trouvait pas dans ses comptes bancaires, mais dans ce petit coin du monde qui avait rené. Par une chaude journée d'avril, tout le village fut réuni sur la place. Personne ne savait exactement pourquoi. Seulement que c'était quelque chose d'important. Les femmes du centre avaient secrètement travaillé dessus pendant des semaines, et Marina, bien qu'elle s'en doutât, ne connaissait pas tous les détails. À 17 heures précises, les gens commencèrent à se rassembler. Enfants, vieillards, voisins, invités, même le maire et les nouvelles autorités régionales, désormais plus intéressés par le développement rural. Au centre de la place, recouverte d'une grande toile blanche, se trouvait un objet. Elena monta sur une scène improvisée. D'une voix calme mais ferme, elle prit le microphone. Il y a quelques années, une femme est venue ici avec une dette dans le cœur, une dette qui ne pouvait être payée avec de l'argent. Cette dette s'appelait Raoul. Les regards se croisèrent. Marina déglutit et Elena continua. Non seulement elle était revenue, nous sommes toutes revenues, pour croire, pour construire et pour marcher la tête haute. Aujourd'hui, nous voulons témoigner que rien de tout cela n'aurait été possible sans ce garçon de 12 ans qui a un jour partagé son pain avec une amie triste. Elena descendit de la scène. Natalia se leva et, avec un large sourire, retira le tissu blanc. En dessous, une sculpture de Raoul fut révélée, debout, souriante, avec du pain dans une main et l'autre tendue en avant. La sculpture avait été réalisée à partir de matériaux recyclés par un jeune artiste du village. Sur le socle, une simple inscription. Un acte de gentillesse peut changer une génération. Raoul Mendoza 1985 a 2020, ami, père, lumière. Un silence absolu s'installa. Marina porta les 2 mains à son visage. Les larmes étaient impossibles à retenir. Elena s'approche, ne dit rien, l'enlace simplement. Et à ce moment-là, devant toute la communauté réunie, devant les enfants qui jouaient sous le même arbre où Marina et Raoul avaient rêvé étant enfants, la boucle fut bouclée. Cette nuit-là, la musique résonna sur la place, la nourriture fut partagée, des histoires s'assénant furent racontées autour d'un feu chaleureux. Personne ne parla de pauvreté, personne ne se plaignit du passé. Tous célébraient sur le présent et l'avenir. Parce que cette petite ville, autrefois oubliée, avait trouvé sa voie, parce que l'héritage de Raoul, simple et pur, avait semé toute une forêt. Ainsi, chers auditeurs, se termine cette histoire. Une histoire qui n'a pas commencé par un grand plan, mais par un geste simple et plein d'amour. Et toi, t'es-tu demandé à qui tu dois ton pain ? Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, car peut-être qu'à un coin du monde, quelqu'un a besoin de se rappeler que la gratitude ne se paie pas avec des mots, mais avec des actes. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de qui inspirent, touchent et nous rappellent que le vrai changement commence toujours par un cœur ouvert.